Bonjour, bienvenue dans Diagonale TV, spécial grand champion de l'histoire du jeu d'échecs avec Jérôme Mauffrat. Salut Jérôme. Salut Stéphane. Alors, on va voir dans cette émission le grand ogre de Bakou, l'exceptionnel champion du monde Garry Kasparov, qui a la deuxième plus longue période de domination de l'histoire du jeu d'échecs après celle de Lasker. Oui, Lasker était champion du monde 27 ans, Kasparov seulement 15 ans. Je dis seulement avec d'énormes guillemets puisque c'était quand même pas la même époque. Plus le règne de Lasker a été interrompu par une guerre mondiale. Donc on peut considérer que les 15 ans de Kasparov valent largement les 27 ans de Lasker et qu'il reste le champion, peut-être le plus grand champion de tous les temps, aussi bien par son niveau de jeu que par la longévité et aussi par la durée pendant laquelle il a réussi à conserver ce titre mondial. Et à noter qu'il avait déjà annoncé qu'il allait rester champion du monde pendant 15 ans en fait. Et je crois qu'il l'avait dit jusqu'en l'an 2000 en fait. Il avait dit dès qu'il avait eu le titre en fait. Oui, c'était son but. Ouais. Quand il a eu le titre de champion du monde en 85, il était tout jeune, il avait 22-23 ans. 23 ans. Donc avec l'arrogance de la jeunesse, il espérait bien conserver son titre jusqu'en 2000 et il y est parvenu. Alors il est né un 13 avril. Oui, un 13 avril. Il y a quelque chose de particulier avec le 13 avril? Non, mais parce que comme je suis né en avril aussi, je m'en rappelle. Et puis le 13, c'est... Alors non, mais je sais que Kasparov est très superstitieux sur le nombre 13 justement, parce qu'il est né un 13 avril et c'est aussi le 13e champion du monde d'échecs. Et il expliquait aussi qu'il avait gagné toutes les 13e parties des matchs contre Karpov. Donc voilà, et je crois aussi dans les hôtels où il descend, où il descendait en tout cas, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais il demandait expressément à obtenir la chambre 13. Donc voilà, Kasparov et le nombre 13, c'est... Voilà. C'est difficile aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de chambre 13. On ne met pas de chambre 13, on passe de la 12 à la 14. À cause des apôtres de Jésus, tout ça? Absolument, c'est par superstition. Ouais, ils sont très croyants. Hein. Revenons à Garry Kimovich Weinstein. Weinstein en fait, oui, c'est ça. Puisque c'est le nom de son père, qui était juif, sa mère était arménienne. Alors là, on a tout de suite une double ascendance royale pour les échecs, parce qu'on le sait, les juifs d'Europe centrale ont énormément contribué à l'histoire du jeu d'échecs, on l'a vu par ailleurs. Et puis l'Arménie est une terre d'échecs renommée, et on le voit aujourd'hui, puisque les très forts joueurs comme Aronian et dans le passé Petrosian étaient arméniens. Donc il naît sous une double ascendance, j'ai envie de dire, intellectuelle et culturelle de son père et de sa mère, qui le prédispose particulièrement aux échecs, même si son père n'est pas spécifiquement joueur. C'est plutôt sa mère qui est assez douée. Et en fait, si Garry Kasparov, au départ, s'oriente vers les échecs, c'est parce que son père le décourage de faire de la musique. Lui-même est musicien. Il est plutôt dans une famille de musiciens et son père ne veut pas trop qu'il fasse de musique, il préfère qu'il joue aux échecs et qu'il s'intéresse à la géographie. Donc c'est deux des passions de Kasparov. Il s'intéressera aussi à l'histoire plus tard. Hein. Et à l'histoire. La géographie, l'histoire, géo, et aujourd'hui il fait de la politique. Donc il a basculé sur la géopolitique aussi. Oui, j'ai lu qu'il avait des conceptions très particulières de l'histoire. Il fait partie d'un mouvement pan-slave, plutôt pro-russe, qui considère que la chronologie de l'histoire telle qu'elle est enseignée en Occident est en partie fausse, et qu'il y a eu des sauts de temps, et que je crois que le mouvement s'appelle saut de temps en allemand d'ailleurs, et qui considère que notre chronologie historique est en partie fausse. Oui, tout à fait. Donc c'est une vision assez particulière. Oui, mais c'est soutenu par des historiens russes, des vrais historiens qui basent leur analyse quand même sur des études. Qui met en avant davantage du reste le rôle de la Russie, bien sûr, dans cette histoire. Mais oui. Bien que né à Bakou, aux marges de l'Union soviétique, et pas en Russie à proprement parler, bien que n'étant pas russe à 100%, Garry Kasparov se considère aujourd'hui comme russe et pas du tout comme azéri, par exemple. Oui, tout à fait. Alors, il s'appelle Weinstein, son père s'appelle Weinstein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça vient du début de sa carrière, en fait? Ça vient du début de sa carrière. Alors, déjà, il a perdu son père assez jeune, puisque son père est mort au début des années 70. Et c'est pas pour ça qu'il change de nom, mais quand il commence véritablement sa carrière, il est repéré par Nikitin, qui vient d'être nommé sélectionneur des équipes russes et qui croise le jeune Garry Kasparov qui a 10 ans dans un tournoi en Estonie où il est avec une équipe de jeunes, et il dit: ce garçon, il a du talent, je le prends tout de suite, je le conseille à Botvinnik pour son école, puis je le prends sous mon aile. Et Nikitin fait comprendre à Kasparov, enfin en tout cas à Garry Weinstein, que son nom n'est pas extraordinaire,
pour sa carrière qu'il vaudrait mieux changer de nom que de garder ce nom qui est peut-être pas le meilleur et que Kasparov, le nom de sa mère, russifié, le nom russifié, sonne plus russe. Parce que sa mère donc s'appelle, comme une arménienne, ça finit toujours en an, voilà. Hein, les Aronian, les Petrosian, etc. Elle s'appelle Kasparian en fait. Voilà. C'est sa mère qui s'appelle Kasparian et il va... Finalement, alors apparemment on peut faire ça en Russie, je ne sais pas, c'est pas simple, mais il décide de prendre le nom de Kasparov. Oui, il russifie le nom de sa maman pour avoir un nom qui sonne bien. En plus, ça sonne à peu près comme Karpov, pour, selon Nikitine, et ne pas s'attirer des difficultés de la part du pouvoir central soviétique, qui est très russophile, pour ne pas dire pro-russe de manière générale. Les grands dirigeants soviétiques sont russes, là, pour la plupart, à part Staline, mais on est loin de l'ère stalinienne. Et tous les peuples qui sont aux marges de cet empire, puisque c'est quand même l'union de 22 États, eh bien sont, sinon des citoyens de seconde zone, en tout cas peuvent être un petit peu bloqués. On a vu que la Fédération soviétique et le régime soviétique avaient toujours préféré des joueurs vraiment russes à 100% comme Botvinnik que des Tal ou des Petrosian qui étaient des marginaux, entre guillemets, par rapport au cœur de la Russie. Comme Botvinnik ou évidemment Karpov. Et Karpov va jouer un rôle très important dans la carrière de Kasparov. Alors, à noter aussi, petite anecdote sans doute, mais qui a son importance, c'est que la mère de Kasparov a joué un grand rôle aussi dans la carrière de Kasparov, parce qu'elle a toujours soutenu, elle a même sans doute joué un rôle de manager pendant ses premières années, pendant longtemps, et il n'était pas rare d'entendre l'avis de la mère de Kasparov sur son parcours, sur ses tournois et sur les événements où il jouait. Hein. Ça s'explique d'autant plus qu'il a perdu son père jeune. Ça s'explique encore plus facilement si on sait que l'entrée sur la scène internationale de Garry Kasparov, quand il gagne le tournoi de Banja Luka, c'est en 1979. Il a 16 ans. Il a 16 ans, donc forcément, ne serait-ce que pour des raisons liées au fait qu'il n'a pas sa majorité, sa mère l'accompagne vraisemblablement. On sait qu'elle est très présente au moins les premières années de sa grande carrière, oui. Et qu'elle a effectivement son avis à donner sur la question. Alors je crois qu'il devient grand maître à l'âge de 17, il me semble, non? C'est ça? Je crois que c'est 17-18 ans. Ouais, juste un peu après cette victoire. Juste après, ça devait être en 1980 ou 81, et en 1980, il est champion du monde junior. Donc et il a le titre de grand maître international dans la foulée. Donc tout ça arrive extraordinairement rapidement. Hein, entre 79, où il est inconnu en Occident, et 1981, où il est champion du monde junior et grand maître international, il se passe que 2 ans. Oui. Dans ces 2 ans, véritablement, il explose au plus haut niveau. Donc c'est déjà le météore Kasparov. Il écrase tout sous son passage. Donc il est remarqué, même en Occident, je veux dire, dans les revues échiquéennes, dans les suivis déjà les passionnés d'échecs, déjà ont repéré ce Kasparov qui a des victoires extraordinaires et un style. Alors le style de Kasparov, on peut dire, c'est vraiment un pur attaquant. Voilà un joueur dont on ne peut pas louvoyer. On ne peut pas dire, autant un Karpov, c'est très difficile de qualifier le style de Karpov, même si on dit en général qu'il est plutôt positionnel, c'est quelqu'un qui va essayer de... Mais autant que Kasparov, lui, alors, par contre, il cherche le combat le plus rapidement possible et il fonce tête baissée. C'est un taureau, quoi. Hein. C'est un taureau, c'est un lion, c'est sa personnalité, comme ça. C'est quelqu'un. Ou un bélier, je crois, 13 avril, c'est bélier. Oui, c'est bélier. Les taureaux, ça commence après. C'est un peu après, oui. N'oublie pas mon anniversaire. Ouais. En tout cas, Kasparov, c'est vraiment, il a une personnalité très expansive par rapport à des champions plus réservés comme Karpov. Voilà, c'est un garçon qui aime faire du sport. Voilà, il est vraiment en rupture avec l'image du champion d'échecs assez calme et réservé. Il est explosif. Il est explosif dans tout. Hein. Que ce soit au quotidien, que ce soit pour les conditions dans les tournois d'échecs, mais aussi sur l'échiquier. Il veut imposer sa force. Hein, et là, évidemment, quand il arrive au tournoi des candidats en 1983, il n'est même pas en pleine force de l'âge, il est dans l'arrogance de la jeunesse, il a 22 ans, et il se fraye un chemin jusqu'en demi-finale, et il doit rencontrer Korchnoi à Pasadena, en Californie. Le problème, c'est que Korchnoi, le dissident, est persona non grata au plus haut point auprès des autorités soviétiques, et qu'on ne veut pas accorder de visa, les autorités soviétiques refusent d'accorder un visa à Kasparov, en disant que non, il n'est pas question qu'il joue contre un dissident. Ouais. Et de fait, la FIDE prend la décision, entre guillemets, logique, mais qui semble être un petit peu téléguidée, de dire, eh bien, si M. Kasparov ne peut pas se déplacer à Pasadena, il est éliminé du cycle du championnat du monde. Aïe. Alors là, on peut y voir quand même une manœuvre
Kasparov a toujours vu là-dedans la première grande manœuvre karpovienne qui était celle de l'éloigner, puisqu'évidemment Karpov était au top, mais il voit cet astre lumineux au fond dans le ciel, il se dit ça c'est une comète et ça va m'arriver dessus. Et on pense que la fédération soviétique a justement refusé d'accorder ce visa pour Pasadena sous un prétexte fallacieux, uniquement dans le but de retarder la progression de Kasparov, de gagner du temps. Alors qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe? Korchnoi, très, très beau joueur, dit bah non mais il n'y a pas de problème, on n'est pas obligé de l'organiser à Pasadena ce match, on peut l'organiser beaucoup plus près à Londres, et là il y a moins de problèmes de visa. Puis la fédération soviétique sent bien qu'elle s'est fait un petit peu piéger par Korchnoi qui ne se contente pas de cette victoire sur tapis vert, qui dit non moi je veux bien jouer contre le Et ce ne sera pas le premier beau geste de Korchnoi envers Kasparov, puisque lors d'un tournoi de partie rapide très connu en France qui a eu son heure de gloire, le trophée Imopar, Korchnoi aussi avait fait refaire une partie où la pendule était tombée alors que l'arbitre était prêt à lui accorder la nulle qui le qualifiait. En fait, il a dit non, il faut rejouer la partie, et finalement c'était face à Kasparov, et Kasparov a fini par l'emporter en plus. Donc Korchnoi montre encore une fois ici que c'était un magnifique joueur fair-play et qui jouait avant tout pour le sport et pas du tout pour d'autres raisons. Peut-être pour d'autres raisons, il y a peut-être une arrière-pensée chez Korchnoi en se disant soit c'est moi qui gagnerai, soit c'est Kasparov qui gagnerait, mais ce Kasparov a l'air suffisamment fort pour me venger et battre Karpov. Il y a quand même, chez le dissident, peut-être une sympathie assez forte pour quelqu'un qui n'apparaît pas comme un apparatchik, qui est assez rebelle vis-à-vis des autorités soviétiques et qui se fait remarquer déjà pour ses prises de position. Donc très rapidement, Kasparov va donner des interviews dans des journaux yougoslaves qui sont un petit peu plus libres que le reste de la presse des pays liés à l'Union soviétique, et puis il va donner des interviews même à la presse occidentale dans lesquelles il va prendre position politique à partir de 84-85 en faveur de Mikhaïl Gorbatchev, de la glasnost et de la perestroïka. Donc peut-être que Korchnoi a aussi de la sympathie de ce point de vue pour quelqu'un qui lui apparaît proche politiquement. Oui, et qui est fort aux échecs puisqu'il finit par gagner. Et il bat Korchnoi finalement. Il se qualifie pour la finale où il rencontre Vassili Smyslov. Alors ça, il faut le citer parce qu'on en a peu parlé, pas assez à mon avis, parce que c'est quand même extraordinaire. Il faut signaler l'exploit tout à fait unique dans les annales d'échecs de Smyslov, qui, rappelons-le, a été champion du monde à la fin des années 50. Face à Botvinnik. Pas longtemps, puisque Botvinnik, après, a joué son match revanche. À l'époque, on pouvait faire ça. Et avait récupéré son titre, mais n'empêche qu'il a été champion du monde, donc il était au top mondial dans les années, fin des années 50. Et on est en 1983. Il a une soixantaine d'années. Il a plus de 60 ans, le Smyslov, et il est en finale des candidats au titre mondial. C'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. C'est un petit peu comme quand Connors était en finale de l'US Open à plus de 40 ans. Oui, c'est aussi improbable. C'est tout à fait extra. Donc moi j'ai une admiration pour ce Smyslov, pour cette grande réussite. Et le match Kasparov-Smyslov est à revoir. Si vous voulez vraiment apprécier le jeu d'échecs et voir un peu les grands moments de l'histoire du jeu, une finale des candidats entre un vieux champion du monde qui revient au top du top face à un tout jeune, c'est extra, quoi. C'est vraiment extra. C'est extraordinaire. Alors la réalité de l'échiquier donne l'avantage à la jeunesse. Kasparov se qualifie pour la finale du championnat du monde contre Karpov. Et c'est là que les ennuis commencent. Et c'est là que les ennuis commencent. Et Kasparov n'a que 20 ans. Il a battu un Korchnoi un petit peu vieillissant dans des conditions particulières, puisque le match avait été d'abord donné perdant et puis ensuite réorganisé à Londres. Il bat Smyslov, qui a plus de 60 ans. Il a une vingtaine d'années. Beaucoup de grands maîtres internationaux, beaucoup d'observateurs soviétiques disent ce garçon va se faire plier par Karpov. D'ailleurs, tout ça n'est pas très sérieux. Et malheureusement, dans un premier temps, pour Kasparov, la réalité aussi de son match contre Karpov donne raison aux gens qui doutent de lui, puisque Karpov mène rapidement 1-0, puis 2-0, puis 3-0, puis 4... Et on arrive à 5-0. 5-0, mais il faut en gagner 6. Mais il faut en gagner 6, puisqu'on est dans les règles du championnat du monde qu'avait voulu Fischer, c'est-à-dire que ce n'est pas un match en nombre de parties limité, mais c'est le premier qui gagne 6 parties qui devient champion du monde ou qui garde le titre. Et en l'occurrence, Karpov est à 5-0, Kasparov est au bord du précipice. Il va sans dire que s'il perd 6-0 une finale de championnat du monde, sa carrière quasiment terminé. Déjà psychologiquement c'est dur de revenir avec un tel score, on l'a bien vu d'ailleurs, préalablement Fischer qui avait battu 6-0 Taïmanov, 6-0 Larsen et qui avait explosé aussi Petrosyan 6-2, après ces joueurs n'ont plus pu jamais vraiment revenir, ça fait un coup moral terrible. Donc effectivement à 6-0 il aurait pris un gros coup moral, et puis il n'y a pas que ça, parce qu'après derrière il y a, quand on devient champion du monde on gagne des sous.
Oui. Or, rester au top, ça suppose avoir une équipe de second dan qu'il faut payer, qu'il faut rémunérer. Et ça, ça joue aussi sur le fait de pouvoir après se maintenir au top. Si on perd cette possibilité, on a moins de moyens aussi. Donc c'est pour ça que c'est important de gagner ce type d'événements quand ils ont lieu, parce qu'après c'est trop tard, et on n'a plus du tout l'occasion de revenir dans la course. D'autant qu'à l'époque, les joueurs soviétiques, puisqu'on est encore en Union soviétique, sont des professionnels d'État. Ils sont rémunérés par la fédération soviétique. Et de fait, la fédération soviétique ne rémunère bien et ne mise que sur les gagnants et que sur les plus forts. Un Kasparov qui, à 20 ans, aurait perdu 6-0 une finale de championnat du monde, aurait peut-être perdu aussi du crédit auprès de cette fédération qui n'attendait vraisemblablement que ça pour entraver encore sa progression, et il aurait été peut-être privé de moyens ou d'entraîneurs ou de possibilités de faire des tournois à l'étranger. On lui aurait expliqué que si c'était pour se faire écraser, c'était pas nécessaire. Et puis c'est aussi un problème, ce score initial 5-0 est un problème d'opposition de style, parce que Kasparov jusqu'ici est un joueur comme les jeunes un peu, hein, gros, voilà, il rentre dedans, il cherche les positions les plus tactiques, mais c'est des coups un peu faibles face à un Karpov qui lui non seulement voit les erreurs qu'il y a derrière, les petits avantages qu'il peut en tirer, et donc finalement profite finalement de cette fougue pour empocher des avantages positionnels et marquer des points entiers finalement sans faire trop d'efforts pour lui. Mais c'est là que Kasparov décide de visser le jeu pour essayer de faire durer le match et voir ce qu'il peut faire. Donc à ce moment-là, Kasparov change de style finalement. Il s'adapte au jeu de Karpov, donc ça c'est un signe d'intelligence bien sûr, mais il le fait peut-être un peu tard, parce que c'est déjà 5-0, il n'y a plus qu'une victoire à faire pour Karpov. Et beaucoup de parties nulles, genre quelque chose comme 15 parties nulles, une dizaine ou une quinzaine de parties nulles à ce moment-là. Le match se prolonge pendant 6 mois, et c'est là que les médias du monde entier commencent à s'intéresser à ce match, qui va faire finalement la notoriété et le renouveau de la médiatisation du jeu d'échecs dans le monde, entre Kasparov présenté comme le pro-Gorbatchev, et comme tu disais tout à l'heure, le pro-Perestroïka, et puis Karpov l'apparatchik. Et Kasparov, petit à petit, revient dans le match, 5-1, 5-2, 5-3. 5-3. Sa tactique est payante, effectivement. Il sait qu'il est sur le fil du rasoir. Lui, dans un premier temps, son but, c'est de survivre et de ne pas prendre 6-0. Il faut imaginer la pression psychologique. Et effectivement, il y a une série de nuls, il revient à 5-1. Il y a une série encore de nuls, il revient à 5-2. Une série de nuls, il revient à 5-3. Effectivement, les médias commencent à s'intéresser à ce championnat du monde. C'est la première fois qu'ils s'intéressent autant aux échecs depuis 1972, qui a été la première apogée de la médiatisation des échecs. Et on sait aussi que Karpov a montré des signes de faiblesse dans les années 70, quand les matchs duraient très longtemps. Et au fur et à mesure que le match s'enlise, l'inquiétude commence à poindre auprès des gens qui supportent ouvertement Karpov, et notamment la fédération soviétique, qui trouve que le petit jeu a assez duré. Et finalement, coup de théâtre. Coup de théâtre politique. Vraiment politique. À 5-3, le président de la Fédération internationale des échecs, Florencio Corompomanes, dit « Ce match a trop duré, on est en train d'avoir un match qui va entamer physiquement les deux joueurs, c'est dangereux, c'est pas raisonnable, il faut s'arrêter là. » Il faut s'arrêter, donc le match s'arrête. Alors évidemment, c'est le gros brouhaha dans les médias du monde entier. Pourquoi? Enfin, ils ont arrêté le match parce que Karpov était en train de perdre. Enfin, à l'époque, en tout cas, c'était vraiment le sujet qui était mis en avant. C'était Kasparov qui revenait dans le match, qui était en pleine forme, alors que Karpov s'effondrait physiquement. Et finalement, pour protéger Karpov, on aurait arrêté le match. Alors, Karpov a dit d'autres raisons. Après, derrière, il a essayé de contrebalancer cette idée-là. Karpov a dit finalement, c'est vrai que j'étais un peu moins bien qu'au début du match, mais après tout, je menais toujours 5-3. Le match tel qu'il a été repris, il est reparti à 0-0, donc j'ai été volé de mes 2 points d'avance. Mais il a dit ça plus tard, hein, c'est venu plus tard cette explication. Donc, pendant le feu de l'action, c'était ça qui a lieu. Mais le match a lieu de nouveau l'année suivante, donc ça fait 84 premiers matchs, 85 finalement rematch. Ah oui, parce qu'il y a eu 86 aussi. Parce qu'il y a eu le match revanche. Ah non, c'était 87 le match revanche. 87, c'est bien. Ou c'était. Je ne sais plus ce qui s'est passé, parce qu'on a raté un match. Donc en 85, il y a le rematch, et là, en 24 parties cette fois. Donc on repart à 0-0, et là, la Kasparov l'emporte et obtient le titre de champion du monde. Mais Karpov a droit au match revanche. Oh, mais ça doit être 87. Et je crois que 87, c'était le cycle suivant, justement. Donc je crois qu'il y a eu, c'est là qu'il y a eu 3 matchs d'affilée en fait. Je crois donc effectivement il y a eu encore un match revanche qui n'a pas été gagné et encore enfin 87 qui était le renouveau du cycle. Il y a eu une série de matchs tout à fait. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ont disputé en l'espace de quelques années, en l'espace de 6-7 ans, 144 parties. Oui.
et que Kasparov, au final, en a gagné que 2 de plus par rapport à Karpov, et qu'ils ont fait quelque chose sur 144 parties, il y a dû y avoir une centaine de parties nulles. Donc l'écart de niveau entre les deux joueurs était pas si évident. Du reste, en 1987, à Séville, lors du grand match, du grand choc qui les a vus à nouveau s'affronter, ils ont terminé à 12 partout. Kasparov ne retenant son titre qu'en vertu de la règle selon laquelle le champion du monde en titre garde le titre s'il fait match nul. Et grâce à une victoire dans la 24e et ultime partie qui lui a permis de recoller au score, mais c'était tendu. Kasparov a dominé les échecs des années 80-90, mais Karpov avait encore du jus. Oui, il avait encore beaucoup de jus, et dans les tournois, d'ailleurs, à chaque fois qu'ils s'affrontaient, c'était chaud. Et ils se connaissaient parfaitement ces joueurs, donc après, c'était très difficile pour eux de prendre l'avantage. À noter en 90, sans doute un des summums des championnats du monde, parce que les préparations des joueurs étaient vraiment extrêmement affûtées, et on a vu un vrai combat d'opposition d'ouverture avec des positions tout à fait extraordinaires. Moi, j'y étais à Lyon, je ne sais pas si toi tu y étais passé. Non, je n'y étais pas. Ben, moi, j'ai pu voir notamment la victoire de Kasparov à Lyon sur la partie espagnole, qui était magnifique, avec à la fin un sacrifice de dames tout à fait extraordinaire. C'était un très très beau championnat du monde en 1990, qui remporté cette fois assez clairement par Kasparov avec un bel écart. Et après, c'est fini, puisqu'en 93, c'est Short qui arrive à battre Karpov. Et on a un match Kasparov-Short. C'est fini pour Karpov. Donc on arrive après à d'autres joueurs qui viennent challenger Kasparov sur son championnat du monde, et notamment en 93, ce match avec Short constitue là aussi un événement historique pour le jeu d'échecs, puisque c'est une scission des championnats du monde qui a lieu, puisque n'arrivant pas à se mettre d'accord avec les conditions... Alors c'est très bizarre ce qui s'est passé, parce que Short était bien le candidat officiel, il avait battu Karpov en finale, hein, c'était ça la grande surprise. Short était le joueur anglais, donc... on pouvait penser à un renouveau occidental à ce niveau-là, même si on ne pensait pas que Short avait le niveau pour battre Kasparov, mais il était au top de sa forme, au top de sa carrière, ce Nigel Short à ce moment-là. Et le match est prévu pour être organisé, ils ont des propositions, je crois, en Hollande, etc. Mais Kasparov trouve, lui, un sponsor prêt à mettre beaucoup plus d'argent, notamment pour faire le match à New York. Et c'est là que finalement, pour des raisons d'argent, hein, finalement, que la FIDE n'était pas d'accord parce qu'ils n'étaient pas passés par eux, ou la négociation n'arrivait pas, etc. Et Kasparov décide d'aller jouer le match sans demander l'avis à personne, à New York. Et il arrive à convaincre Short de le suivre. Mais du coup, la FIDE n'étant pas dans l'organisation, parce que ça leur passe un peu sous le nez, se retrouve un peu... pris au dépourvu de ce point de vue-là, ne veut pas lâcher sa prérogative d'organisation du championnat du monde et décide d'organiser un autre championnat du monde entre Karpov et Thiemann, c'est-à-dire les deux perdants du cycle. Hein. Oui. Alors c'est les 3e, 4e meilleurs joueurs du monde ou 2e et 4e meilleurs joueurs du monde, mais on se retrouve un peu comme à la boxe avec 2 championnats du monde concurrents. Je pense quand même que Kasparov a un petit peu utilisé le prétexte de ces histoires de conditions pour faire éclater au grand jour une inimitié qui remontait très loin avec Florencio Campomanes. De toute façon, depuis l'affaire, depuis le match contre Karpov, il y avait de toute façon une distance entre Kasparov et la FIDE, mais cette scission a quand même affaibli le monde des échecs, hein, on peut le dire. Voilà, c'est parce qu'après 93, on se retrouve avec 2 champions du monde en fait. Karpov a écrasé Thiemann, bon ça on pouvait s'attendre à ça. Et Kasparov, lui, on considère, tout le monde considère que c'est vraiment Kasparov le champion du monde, bien sûr, puisqu'il a battu d'abord le candidat qui avait battu Karpov, il a battu Short. D'ailleurs, il avait dit avant le match contre Short, le match lui-même sera short, c'est-à-dire il sera court, puisque short en anglais veut dire court, et effectivement le match a été finalement assez court, même s'il était très intéressant. D'un point de vue échiquéen, les 2 joueurs sont des joueurs d'attaque. Short a bien le style anglais avec les attaques. Il aimait bien jouer les jeux ouverts et avec des positions très tendues. Donc c'était une opposition de style. C'est une position frontale entre 2 attaquants. C'est pas une opposition de style justement. Donc c'est l'attaquant le plus fort qui a gagné. Et il a vraiment très clairement gagné Kasparov ce match. Alors ça, c'était l'épisode 93. Et après, Kasparov doit finalement organiser ses matchs, les matchs suivants, tout seul, puisqu'il est en dehors de la FIDE. Donc il va réussir à encore trouver des sponsors pour jouer le match suivant, qu'il va trouver. Il va trouver donc des sponsors pour jouer le match contre Anand cette fois. En 95, là aussi à New York. Voilà, donc Kasparov à nouveau l'emporte. Alors il fait tout pour populariser les échecs finalement aux États-Unis, mais il n'est pas américain, donc
c'est là que sans doute, peut-être, c'est son erreur de calcul, de croire que les Américains pouvaient s'enthousiasmer pour un Russe qui gagne, même s'il gagne chez eux. Oui. Alors il a beaucoup fait pour ça, et il a beaucoup fait de choses en Amérique pour ça, mais ça a moyennement marché, les Américains, finalement, et le jeu d'échecs depuis Bobby Fischer, c'est plus tout à fait ça, quoi. D'autant plus qu'il y a une partie des Américains qui considèrent que Bobby Fischer est toujours champion du monde. À cette époque-là. Même quand Kasparov devient champion du monde, un an après, en 86, le Congrès américain vote une motion stipulant que Bobby Fischer est toujours champion du monde. Malgré ce qui se passe là-bas à Moscou. Malgré ce qui se passe, qui sont des championnats du RSS bis, et que le véritable championnat du monde, il s'est joué en 72, que la FIDE, de façon inique, a destitué Bobby Fischer de son titre légitime, et que Bobby Fischer, de fait, n'a pas perdu son titre. Et s'il n'a pas perdu son titre, il est champion du monde. Ouais. Voilà, c'est le raisonnement. Ça se tient, raisonnement un petit peu. Sauf que Fischer ne l'a pas défendu, disons, après son titre. Oui, non, mais après, c'est un raisonnement un peu spécieux, mais c'est le raisonnement des Américains qui ne voulaient pas céder ce titre si rare pour eux. Voilà. Mais c'est vrai que les États-Unis, ensuite, n'ont pas été une terre d'échecs particulièrement fertile, hein, et qu'après la flambée qui a suivi, la flambée d'intérêt qui a suivi la victoire de Fischer, le soufflet est un petit peu retombé. Toujours est-il que Garry Kasparov a dominé outrageusement les échecs des années 80-90. On l'a dit, il a atteint un classement de 2800, il a été le premier à atteindre ce classement au début des années 90, en 90. À peine 10 ans après, ou 10 ans après, en 99-2000, il obtient son meilleur classement, qui est le meilleur classement de l'histoire encore aujourd'hui, qui est le Elo de 2851. Ouais. Ce qui signifiait que quand il participait à un tournoi de grand maître, même avec les meilleurs, il gagnait souvent le tournoi avec un point entier d'avance, voire 2 points d'avance, et qu'il soit faisait nul, soit gagnait toutes les parties. Tout à fait énorme, exactement. Et pendant toute cette période aussi, Kasparov a beaucoup fait pour populariser le jeu d'échecs. Il a fait énormément d'actions. Alors notamment, il a soutenu le développement des tournois de parties rapides, le fameux trophée Imopar qui a eu lieu d'abord en France, puis ça s'est devenu après le Grand Prix Intel. Intel lui-même est un sponsor donc, qui est venu alimenter le jeu d'échecs et un circuit de tournois rapides spectaculaires dans des théâtres avec projection des parties sur écran, avec des commentaires pour le public, et ça se faisait pas avant. C'est-à-dire qu'avant ça se faisait un peu pour les parties lentes, mais avec les parties rapides, on attirait plus de monde, bien sûr, il y avait beaucoup plus de monde. Les télévisions ont commencé à s'emparer un peu du jeu d'échecs. En France, des chaînes de télévision comme Paris Première ont retransmis des trophées de parties rapides. Avant ça, Canal+ avait retransmis une simultanée de Garry Kasparov contre des célébrités. Exactement. Aux États-Unis, c'est quelques chaînes câblées qui ont aussi commencé à faire quelques retransmissions. Et tout ça grâce à l'activisme de Kasparov pour essayer de populariser le jeu d'échecs et de trouver aussi, de travailler avec les organisateurs, en France avec Dan-Antoine Machapira notamment, pour trouver des formules les plus spectaculaires possibles qui soient. Alors, il y a eu un summum de ce, finalement, on peut dire, de ça, puisque pour la première fois en l'an 2000, le championnat du monde était entièrement donc, diffusé en télévision par Diagonal TV. Je crois qu'il faut le rappeler, c'est pas rien. Puisqu'à Londres, Kasparov-Kramnik, qui est son dernier championnat du monde, donc après à Nantes 95, il met 5 ans avant de retrouver la possibilité d'en jouer un. Et en 2000, à Londres, il organise le match face à Kramnik. Il trouve un sponsor qui s'appelle Brain Games. Et à l'époque, Diagonal TV trouve le moyen de prendre la primeur sur les images et la retransmission de ce match. Et on va filmer donc à Londres ce championnat du monde pour la première fois. Un championnat du monde est entièrement filmé du début à la fin. Tous les coups sont enregistrés avec des commentaires en direct. Et les vidéos sont toujours disponibles dans le catalogue Diagonal TV. D'ailleurs, tiens, c'est dommage parce qu'il y a encore un truc qui manque pour les échecs, c'est que tous les trophées Imopar ont été filmés aussi. Oui. Ils n'ont pas tous été retransmis en intégralité, mais ils ont été filmés et les vidéos sont disponibles en stock quelque part, mais ne sont pas encore accessibles au public. Ça fait partie des trésors qu'on finira par exhumer. Il faudra sans doute un jour exhumer ces parties magnifiques qui étaient filmées dans de bonnes conditions. Je veux dire, la qualité est bonne, donc c'est tout à fait exceptionnel. Donc là, la carrière de Kasparov après ce match contre Kramnik va commencer à baisser. Oui, parce qu'il perd. Il est un peu à la surprise générale. Un peu à la surprise générale. On ne s'attendait pas à ce qu'il perde, mais le style très sûr, très prudent, très défensif de Kramnik lui pose des problèmes. Il se heurte à ce mur. Il ne s'attendait peut-être pas à une opposition aussi forte. Et puis, il a 37 ans à ce moment-là. Il a un pic de forme, mais
Kramnik est un peu plus jeune aussi. À noter qu'il avait annoncé que Kramnik serait son successeur. Oui. C'est que les deux annonces qu'il avait faites, garder son titre 15 ans et que Kramnik sera son successeur, ont été tenues. Alors c'est peut-être pour que sa prophétie se réalise, finalement qu'il perd le match, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelques années après, il arrête même sa carrière, hein, puisqu'il finit par un dernier tournoi à Linares, qui est un tournoi auquel il a toujours participé avec plaisir, il est toujours revenu. Contrairement à d'autres tournois, il a refusé de revenir à Dortmund parce qu'il s'était fâché avec les organisateurs notamment. Mais à Linares, il est toujours revenu et c'est en 2005 qu'il joue son dernier tournoi à Linares. Alors, notez d'ailleurs qu'on a aussi sur Diagonale TV une interview de 12 minutes extraordinaire de Kasparov à un tournoi à Linares. Alors, ce n'est pas le dernier, hein, ce n'est pas celui de 2005, c'est plutôt celui de 2000 d'ailleurs, je crois, 2000 ou 2001, où il parle notamment de Kramnik, d'ailleurs, dans cette interview qu'on peut retrouver aussi dans les archives. Alors il faut fouiller, hein, je ne sais plus laquelle c'est. Bref, mais donc en 2005 il arrête et maintenant il fait de la politique. Donc il a arrêté sa carrière d'échecs. Il joue encore quelques exhibitions par-ci par-là. Il intervient un peu, mais il est opposant à Vladimir Poutine en Russie. Il fait de la politique. Oui, il mène de front deux choses. Cette opposition politique à Vladimir Poutine, qu'il a critiqué ouvertement. Il a participé à toutes les manifestations contre le régime de Vladimir Poutine pour dénoncer les élections truquées, etc. Récemment, il a été molesté par la police pour son soutien au groupe punk rock Pussy Riot qui s'était opposé à Vladimir Poutine en faisant une chanson contre lui. Donc c'est un activiste politique, hein, clairement identifié. Ça, c'est une part de son activité. Puis il a quand même gardé un pied dans les échecs puisqu'il a créé une fondation pour le développement du jeu d'échecs à l'école. Voilà, elle existe aux États-Unis. Il a ouvert récemment une filiale entre guillemets en France et il l'a mené l'année dernière et on l'a soutenu avec la Fédération française un activisme très fort auprès de l'Union européenne pour essayer de pousser l'idée de développer et de généraliser l'enseignement du jeu d'échecs à l'école. Donc ça c'est son deuxième cheval de bataille. Voilà, donc voilà où on est maintenant, donc cette fin de carrière de Kasparov en tant que champion du monde et joueur, puisqu'il arrête quelques années après. Il reviendra peut-être un peu plus tard, je ne sais pas, mais enfin, ou peut-être qu'il sera président de la Russie, on ne sait pas, on verra. Donc, je crois plus à un comeback aux échecs qu'à son élection à la présidence. On ne sait jamais. On sait jamais. Donc on va voir quelques photos de la carrière de Kasparov. Alors on en a quelques-unes, on en a une quinzaine je crois. Donc on va voir ici, ça c'est son titre de champion du monde. À l'époque on faisait ça, on mettait la couronne de laurier. Hein, oui, il a une belle couronne. Donc ça c'est sans doute son premier titre et on voit qu'il est très jeune là. Oui, 23 ans, c'est le premier titre en 85. Ouais, ça a l'air d'être. Ça fait bien moscovite derrière. Hein. Ça fait bien. Voilà. Donc ici, alors ça c'est Kasparov jeune, on le reconnaît déjà parce qu'avec son petit sourire. Son petit air arrogant, c'est ouais. ça que tu veux dire? Non, mais son sourire, on le reconnaît, le sourire de Kasparov. Il a ce sourire comme ça un peu enfantin, un peu. Voilà. Il tient la pièce, il tient quoi? C'est un cavalier? C'est un cavalier. Oui. Voilà. Il est en train d'expliquer. Il est en train d'expliquer pourquoi il va réussir à battre Karpov grâce à ce cavalier. Voilà. C'est un grand prophète. Oui, donc encore Kasparov, ici, jeune encore, déjà. À l'époque où il ne s'appelle pas encore Kasparov, il n'a pas encore fait le changement de nom. Voilà. Encore Kasparov, ici avec une coupe. Voilà, c'est son première victoire en tournoi, c'est peut-être Banja Luka 79. Par exemple, il est encore jeune ici. Voilà. C'est au championnat du monde junior, je crois, en 1980. Voilà, en pleine concentration. Alors à noter que Kasparov d'ailleurs, puisqu'on le voit sur l'échiquier, alors on le voit aussi d'ailleurs dans toutes les émissions où on a des images de Kasparov, on le voit très clairement. C'est un truc à voir extraordinaire parce que Kasparov c'est quand même un showman sur l'échiquier. Il fait des grimaces, il fait des mous, il bouge. Alors il a son petit, il avait aussi sa petite habitude qui était d'enlever sa montre au début, de la poser. Alors ça il le faisait à chaque fois. Alors pourquoi il venait avec sa montre si c'était pour la poser à chaque fois? Mais il avait son petit rituel et puis il avait ses mimiques. On pouvait lire sur Kasparov comme sur un livre ouvert. Il y a deux acteurs au monde, c'est Louis de Funès et Garry Kasparov. Ouais. Récemment l'année dernière il est venu faire une exhibition à Clichy où il a rencontré Maxime Vachier-Lagrave. Ouais. Il nous a fait un festival. Mais il régale le public parce qu'à ce moment-là, on voit bien qu'il a vu une combinaison qui va permettre de gagner, mais il fait comme s'il réfléchissait profondément. Ouais. Il fait des mimiques, il dit ah non ça c'est pas possible, il fait semblant de compter sur ses doigts. Enfin c'est assez extraordinaire. Donc le public est complètement captivé et puis il finit par jouer le coup qu'il a sûrement vu depuis au moins 15 secondes. C'est ça qui a fait sans doute le succès aussi de sa démarche de popularisation du jeu, c'est qu'il avait en lui aussi une âme d'acteur. Et ça se voit, y compris quand il joue sur l'échiquier, il joue avec les clichés qu'on peut avoir sur le jeu d'échecs, avec
Parfois, il aime bien jouer la suffisance. Il joue la suffisance, il joue... la surprise devant le mauvais coup de l'adversaire. Il joue la surprise, il joue, bien sûr. Et là, je fronce les sourcils, et là, je calcule. Ouais. Mais ça a beaucoup joué dans la visibilité du jeu, puisque la plupart des gens qui voient des échecs à la télévision ne savent pas forcément jouer, mais là, on comprend ce qui se passe même quand on ne sait pas jouer, quoi. Je crois que d'ailleurs, on a aussi... Alors, dans l'émission de Diagonale TV sur Linares... je ne sais pas si c'est là. Non, c'est pas celle-là. Je crois que c'était celle-là où je sais plus. On a vu des images, je ne sais plus exactement, où on le voit justement perdre face à Topalov et il est un peu dépité à ce moment-là. Je ne sais plus ces images, on les a quelque part. Ou peut-être on les a vues sur Internet. Elles sont sur Internet. Elles ont été filmées et on le voit vraiment. Alors faut le voir cette partie parce que c'est sa dernière partie entre guillemets officielle où il déclare qu'il met fin à sa carrière. Donc il perd cette partie contre Topalov, donc il le joue un peu dépité, mais pas trop, parce qu'il sait qu'il va annoncer juste après qu'il arrête sa carrière. Voilà. Il faut le voir, parce qu'on voit bien encore un showman. Donc ici, alors, regardez, elle est super cette photo, parce que évidemment c'est pour la galerie. C'est Kasparov à gauche et Anand à droite, et en arrière-plan c'est New York, puisque c'est le match de 95. Qui s'est joué au World Trade Center. Voilà. Alors on peut noter, puisqu'on n'en a pas parlé aussi, bon il y a tellement à dire sur Kasparov, c'est l'année aussi, 95, où il va perdre, ou en 96, je ne sais plus, où il va perdre le fameux match face à Deep Blue, la machine IBM, qui pour la première fois donc, a battu un champion du monde en titre. Bon, depuis maintenant, en 2012, un simple logiciel libre, d'ailleurs comme Scott Fish par exemple, disponible sur Internet, peut écraser un champion du monde sans problème. Son classement est à quasiment 2900 points Elo. Donc il n'y a plus besoin d'avoir une machine. Mais à l'époque, c'était une grosse machine. IBM avait des moyens, c'était des grosses machines qu'on ne pouvait pas trouver dans le commerce pour faire tourner l'ordinateur qui a battu pour la première fois un champion du monde. Ici, Kasparov, là, face à Kramnik. Alors, ce n'est pas le championnat du monde, puisque c'est... C'est le Mémorial Botvinnik en 2001, l'année d'après. L'année d'après, voilà. Kasparov, qui était toujours très actif dans les grands tournois. Il avait ses tournois favoris, comme Linares, auquel il a participé de nombreuses fois. Donc, les tempes qui ont blanchi. Voilà, Kramnik qui a approfondi peut-être le style positionnel à un niveau tel que finalement les attaques de Kasparov se sont cassées les dents dessus. Alors, dans le championnat du monde de Londres, il ne gagne pas une partie. Non. Il perd 2-0. Il perd 2-0. Très clairement. Donc il s'est vraiment heurté à ce style très solide. Au mur de Kramnik. Alors là, une photo du match. Sans doute le premier, parce qu'ils sont jeunes. Oui. Kasparov, Karpov, en noir et blanc. Voilà. Donc sans doute une photo du match de 84. Ici, Kasparov. Alors là, ça c'est plutôt un Kasparov pour les magazines. Une photo, il a fait beaucoup de couvertures de magazines. Il n'a jamais hésité à participer, même à des émissions grand public. Je crois qu'il était venu sur le plateau de Sacrée Soirée de Jean-Pierre Foucault. Bien sûr. Voilà, c'est quelqu'un qui passe bien auprès des médias, qui a toujours quelque chose à raconter, qui est capable de parler d'autre chose que simplement des échecs. Voilà, il a vraiment réussi à faire vivre l'intérêt pour les échecs. Et dans cette émission, on lui avait présenté... Je crois, il me semble bien, de l'avoir vu cette émission bien sûr, on lui a présenté une partie dont il devait deviner quand elle était et par qui elle avait été jouée. D'ailleurs, je ne me rappelle plus, mais il avait trouvé évidemment. Oui. Alors, évidemment, Jean-Pierre Foucault était il avait fait semblant de réfléchir là aussi. Il avait fait un petit peu il avait fait durer le suspense, mais après il avait dit non, mais j'avais tout de suite reconnu en fait. Oui, il a fait durer un peu le suspense. Il parlait d'autre chose en attendant. Bien sûr. Alors là, c'est Kasparov en loupard, puisqu'il a le blouson en cuir. Non, mais c'est en 1993, mais ça illustre bien. La plupart des photos de joueurs d'échecs qu'on voit, ce sont les joueurs d'échecs dans les tournois ou à côté des tournois, ou en train de regarder un tournoi. Kasparov est peut-être le seul qui est devenu une personnalité mondiale. Avec Fischer. Fischer aussi a fait des magazines, il a fait des émissions de télé. Mais il n'a pas eu cette longévité de popularité qui fait qu'il est plus comme Kasparov, profiter de cette image pour faire parler du jeu d'échecs et pour élargir la sphère du jeu d'échecs. Kasparov dépasse le jeu d'échecs, c'est un personnage mondial, il est connu. Personne, on peut aller partout dans le monde, on dit Kasparov, tout le monde sait que c'est un joueur d'échecs. C'est pas un secret, c'est un secret pour personne. Mais maintenant, c'est aussi un opposant politique. Aussi un opposant politique. Mais le fait qu'on ait des photos de lui dans une posture autre que celle du strict jeu d'échecs montre bien qu'il avait largement dépassé cette sphère et contribué à faire rentrer le jeu d'échecs dans une autre dimension.
Voilà, encore une photo ici de Kasparov. Alors là, bon, tranquille, devant une partie qui commence, hein, toutes les pièces sont sur leur position de départ. Tranquille ici, sûr de lui. Sûrement pour un magazine. Voilà, sans doute pour un magazine aussi. Et enfin, on arrive un peu au bout, je crois. Voilà, donc là encore une photo. Voilà, je pense que ça a l'air assez récent. C'est relativement récent, oui. Ouais. Je crois que c'est la dernière, celle-là, je ne suis pas sûr. Je suis pas certain. Je vais essayer de passer à la suivante. Voilà, il y a encore celle-là. Alors celle-ci, c'est la photo du titre de champion du monde junior, 1980. 1980, et puis, est-ce qu'on va revenir? Non, pas encore. Oui, c'est celle-là, la dernière. Donc là, bon, là, sans doute, Là, c'est très récent. Alors, je ne sais pas si c'est un discours politique ou si c'est une conférence, mais on voit qu'il est dans un autre rôle maintenant. Il essaye de convaincre aussi bien les gens de s'intéresser aux échecs que convaincre qu'il est nécessaire d'agir pour la démocratie en Russie. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc on va maintenant, après ce long passage sur toute la carrière de joueur d'échecs de Garry Kasparov, on va venir à notre partie du jour. Donc je vais me positionner, voilà. On va voir une magnifique partie. Alors, évidemment, parler de Kasparov, c'est aussi parler de Karpov, bien sûr, même si il est aussi lié à Vichy Anand, il est aussi lié à Kramnik, il est lié quand même à 3 champions du monde, hein, c'est pas rien. Ils ne sont pas nombreux comme ça à avoir comme ça un lien avec 3 champions du monde successifs. Il a joué face à Anand un championnat du monde et puis Anand est champion du monde aujourd'hui. Il a joué un championnat du monde face à Kramnik aussi, donc voilà. Mais c'est surtout Karpov, ces matchs Karpov-Kasparov qui ont fait quand même exploser la médiatisation du jeu d'échecs avec cette succession extraordinaire de matchs de championnat du monde 84-85. Alors à vérifier s'il n'y a pas eu 86, un match revanche. Je ne sais plus, mais je crois bien que oui. Et c'est pour ça qu'il y avait des matchs tous les ans, quoi. Il y a eu 87, alors je ne sais plus, à vérifier. Et après, on a eu 90. Donc ça fait beaucoup de matchs. Et puis ce dont on est sûr, c'est que près de 30 ans après, si on dit à quelqu'un Kasparov dans la rue, la première chose qu'il dit c'est joueur d'échecs, la deuxième chose c'est qu'il dit ah oui c'est pas Karpov. Oui. C'est toujours les deux vont ensemble. C'est vrai que les noms, alors les noms aussi sont proches. Les noms sont proches. Ça a joué sans doute dans la légende le fait qu'il y ait Karpov, Kasparov. Bon, c'est possible que ça. À l'oreille, ça a laissé. Ça fait titiller l'oreille. Alors là, c'est une partie qui est. Donc je disais, face à Karpov, on a choisi. Il a les noirs ici, Kasparov. Dans cette partie, d'ailleurs, on va la regarder du côté noir. Je vais tourner l'échiquier. Vous voyez, c'est facile. Donc on va regarder ici la partie du côté noir, entre Karpov avec les blancs et Kasparov avec les noirs. Mais je vous invite, pour apprécier encore mieux cette partie, de voir l'émission qu'on a faite sur Karpov, parce que l'ouverture est un peu semblable, et on va voir comment ici Kasparov a trouvé une solution, finalement, pour se sortir des problèmes qu'il avait sur cette ouverture face à Karpov. Alors regardez, c'est magnifique. E4, donc C5, donc sicilienne, hein, on ouvre par le pion ici du fou de la dame. L'idée c'est de contrôler la case D4, donc on empêche une invasion du centre en pouvant prendre le pion ennemi. Alors, cavalier C6, cavalier F3, E6, D4, pion prend D4, cavalier prend D4, cavalier C6, bon, très bien, cavalier B5, alors là l'idée de cavalier B5, c'est de contrôler la case D6, on menace échec, ce qui obligerait les noirs à prendre du fou, donc donner leur fou, c'est pas très bon, surtout que c'est le bon fou hein, pour l'instant des noirs, là, il est bien, il peut bouger, et puis surtout on ne veut pas donner un fou aussi tôt dans la partie, et surtout pas Kasparov, hein, parce que Kasparov aime beaucoup les fous, il dit plusieurs fois que... Puis ça serait très compliqué ensuite de se retrouver avec une dame en D6. Ça empêche bien sûr tout de pousser du pion. Oui, bah, la dame viendra en B6, ensuite on visserait les noirs sur leur case noire. Non, c'est hors de question. Donc D6, on joue D6. Voilà, en jouant D6, on contrôle la case D6 par la dame et par le fou. Voilà, donc il n'y a pas de prise possible et on va chasser ce cavalier ensuite par D5. Mais l'idée de Karpov, c'est la suivante. C'est après d'avoir forcé ce coup, on n'a pas pu jouer. Alors, les noirs ont envie de jouer D5 très vite en fait pour essayer de se libérer, notamment après le coup C4. Voilà, C4 de Karpov est un coup qui évidemment se joue et qui bloque la case D5, donc qui rend la poussée D5 très difficile à faire. Et si les noirs ne réagissent pas vite contre cet étau, c'est un étau, c'est une tenaille ici hein, qui empêche la libération noire, eh bien ils vont se retrouver avec un déficit positionnel fort, puisqu'ils vont être, vous voyez, sur 3 lignes hein, en défensif.
face à des blancs qui ont beaucoup d'espace, qui vont augmenter la pression, qui vont mettre des tours sur la case D1, qui vont augmenter la pression sur ce pion D6 et obtenir une pression constante qui est tout à fait dans le style de Karpov, de jouer ce type de pression. Cavalier F6, cavalier C3, hein, c'est normal, on sort une pièce à la défense, mais après A6, ça fait du coup, le cavalier ne peut pas revenir en C3, donc c'est tout l'intérêt d'avoir joué cet ordre de coups dans cet ordre-là, puisque maintenant, on est obligé de jouer cavalier A3. Et là, dans la partie que l'on vous précité, dans l'autre partie du championnat du monde, dans l'émission consacrée à Karpov, eh bien, ici, Kasparov a joué des coups comme B6, fou B7, et a essayé de jouer D5, mais avec retard, en quelque sorte, et s'est retrouvé dans une position délicate, et après une longue série d'initiatives blanches, finalement, se retrouve avec une partie perdante. Et là, Kasparov sort un Gambit, c'est le Gambit Kasparov, qui est extraordinaire, qui peut se jouer par des joueurs d'attaque, et regardez, c'est superbe, hein, c'est D5, tout de suite. Alors c'est magnifique, puisque D5, enfin c'est magnifique, c'est chaud, surtout parce qu'il y a 1, 2, 3, 4 attaquants sur D5, contre simplement 1, 2, 3 défenseurs, donc c'est un gambit, c'est un sacrifice de pion. C'est souvent plutôt les blancs qui font des gambits, parce que les noirs, ils ont un coup de moins, et si en plus ils donnent un pion, ça finit par faire cher. Par contre, il faut préciser que là, il faut avoir des nerfs pour faire ça, parce que Kasparov est mené, et la moindre victoire de Karpov lui donne le titre de champion du monde, ou quasiment. Hein. Alors, je crois que là, c'est le match de 85, donc c'est la revanche. Donc c'est là où Kasparov, justement, au contraire, a préparé cette ouverture, justement, pour contrer ce type d'ouverture de Karpov. Donc il a préparé ça dans le match, et il le sort dans le match à un moment crucial, pour justement prendre l'avantage. Au contraire, c'est plutôt un coup agressif, à la fois sur la partie, mais dans le match. Et regardez, c'est magnifique. Après, C prend D5, C prend D5, E prend D5. Et là, regardez, c'est ça qui est le coup qui justifie cette ouverture, c'est le coup cavalier B4. Parce que là, je fais pression sur le pion D5 3 fois, qui n'est défendu que 2 fois. Donc ça oblige les blancs à aller à la défense de ce pion. Mais c'est quand même un pion de plus. Bon. Il y a une autre idée aussi, c'est de menacer éventuellement un coup comme fou F5. Et on contrôle ici toutes les cases blanches, donc notamment on empêche ce cavalier de revenir en jeu. Ce cavalier ne peut pas revenir en jeu facilement. Et le cavalier B4 lui-même ne peut pas être chassé par le coup A3, puisque justement c'est le cavalier blanc qui occupe la case A3. Et voilà, c'est une manœuvre qui montre que cette case B4 est finalement aux mains des noirs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer A3, c'est pas facile, il faut d'abord bouger ce cavalier, et où il va. S'il vient en C4 notamment, il pourrait être chassé par B5 avec gain de temps, le fou pourra attaquer le pion aussi. Bon bref. Donc là, il faut comprendre Karpov aussi. Le problème, c'est que là, il est face à des coups d'ouverture qu'il n'a pas du tout anticipés. C'est la première fois qu'il est face à ça. Jamais un joueur ne pense qu'on peut jouer D5. Donc c'est des genres de variantes qu'on n'étudie pas. On va plutôt regarder les variantes à la maison pour essayer de voir les ouvertures que peut jouer l'adversaire, mais qui sont jouables. Pas un coup qui visiblement perd un pion aussi nettement. Donc là, en fait, Karpov... c'est la première fois qu'il joue cette variante. Un match, c'est long, donc il va se dire j'étudierai cette possibilité plus tard à la maison avec mes partenaires, et dans cette partie, je vais essayer de ne pas prendre trop de risques. Voilà, faisons nul et étudions ça à la maison. Voilà, c'est ce que se dit Karpov. Et donc, il ne joue pas forcément les coups les plus actifs. Alors, il joue d'abord fou E2. Alors, fou E2, c'est pas mauvais, évidemment, puisque d'abord, je développe une pièce, j'ai quand même toujours mon pion de plus, à la limite, je peux le rendre, ce pion. Et je prépare surtout le petit roc rapide, avec une position facile à jouer, un pion de plus, éventuellement je le rends s'il faut, et voilà. Mais voilà, c'est parti, Kasparov lui se développe de façon extrêmement active, fou C5. Il ne se précipite pas pour reprendre le pion. Il ne se précipite pas. Là, ici, il tape notamment sur le pion F2, il se développe, bon, très bien. Bon, mais Karpov ne veut pas chercher à comprendre, il a un peu peur, Karpov, de la préparation, donc il se met son roi à l'abri. Kasparov aussi, il dit, je me développe. En fait, ce sacrifice, il n'est pas à justification immédiate. C'est ce que, petit à petit, on va finir par comprendre au fur et à mesure que la partie se déroule. Alors Karpov joue un coup extrêmement solide maintenant, il joue un fou F3, pas mal, puisque fou F3 augmente finalement la protection du pion de plus. On se dit que c'est bien. Et Kasparov, tranquille, fou F5, et c'est l'idée qu'on avait dit tout à l'heure. Ce fou maintenant, le problème, c'est qu'il domine un peu ce cavalier, qui ne peut pas revenir en C2.
On contrôle ici. Et en plus, on met l'accent avec fou F5 sur le problème que peut-être a sous-estimé Karpov en jouant fou E2, c'est que la case D3, regardez, est maintenant une case où les noirs peuvent venir se loger. C'est peut-être le tout petit problème qui commence à jaillir pour Karpov. C'est pas si simple de garder le contrôle du pion. Peut-être qu'on donne des cases en échange. Alors regardez bien. Fou G5 de Karpov, très bien, puisque c'est un clouage un peu embêtant, puisque le fou est en C5 et pas en E7, donc on ne peut pas bouger le cavalier, il y a la dame derrière, et on ne peut pas mettre la dame n'importe où. Par exemple, si on voulait mettre la dame en C7, on pourrait prendre en F6 et casser le roc noir. Bon, ceci dit, on peut envisager de venir en D6 par exemple, mais si on vient en D6 pour protéger le cavalier afin de le libérer, là maintenant s'il faut prendre dame prend, et on peut maintenant bouger le cavalier, il n'y a plus de clouage. Mais dans ce cas-là, on gagnerait du temps avec les blancs en jouant cavalier C4 pour remettre ce cavalier A3 qui est hors jeu, attaque la dame, et puis après, pourquoi pas, viser la case E3 ou rester en C4, bon, peu importe, mais en tout cas, où va la dame hein. On ne peut pas venir en B6 en continuant de contrôler le cavalier, puisqu'on est sous la menace du cavalier, et si on revient en D8, c'est pas une bonne affaire. Donc, pas simple de se sortir de ce clouage, le coup fou G5 est tout à fait efficace. Mais Kasparov, il n'en a pas de problème avec ça, puisqu'il joue tour E8, tout simplement. Voilà. Il joue tour E8. Alors, tour E8 est important, puisque je contrôle la case E4, puisqu'une menace blanche pouvait être aussi de jouer cavalier E4, augmente la pression sur F6, et ça aurait obligé les noirs à prendre prise avec de la perte du fou. Or, Kasparov, un de ses avantages dans le gambit, c'est d'avoir toujours cette paire de fous. S'il donne la paire de fous, ça risque d'être très très embêtant pour lui. Il a déjà un pion de moins. Il ne faut quand même pas qu'il donne en plus un avantage supplémentaire au blanc. Dame D2. Voilà. Et alors maintenant, coup précis de Kasparov après dame D2. Alors ici, c'est un coup de développement. Alors peut-être qu'ici, le coup cavalier C4 était envisageable, hein, peut-être pour aller, pourquoi pas, en E3, rendre un pion, mais contre la paire de fous. Quoique non, on ne rend même pas pion, puisque le fou, ici, le fou G5 contrôle. On aurait pu essayer de ramener la pièce qui ne joue pas. Bon, dame D2, c'est bien aussi. On connecte les tours. Hein. Voilà. Donc Karpov joue extrêmement, vous voyez, simple et prudent. Hein. Il est face à une ouverture un peu inconnue. Et regardez, précis de Kasparov, B5. Alors B5 a pour intérêt, non pas simplement de venir en B5 pour gagner de l'espace, mais surtout, ça y est, ça rend ce cavalier totalement mort. Parce que regardez, on ne peut plus venir en C4. On ne peut toujours pas venir en C2. On ne peut pas venir en C2. Revenir en B1. Ah ben, revenir en B1, c'est pas une très bonne idée. Et en plus, de B1, il ne peut aller nulle part. Puis, oui, mais oui, c'est qu'il est coincé. Donc ce coup B5, finalement, dit, bon ok, j'ai donné un pion, mais regarde maintenant, je joue quasiment avec une pièce de plus. Parce que ce cavalier, il n'est pas prêt de rentrer en jeu. Il faut oser le faire aussi, parce qu'on ouvre la grande diagonale qui va du fou F3 jusqu'à la tour A8. Alors oui, mais alors c'est pas une vraie menace, parce que si les noirs, les blancs jouent E5, on pourrait jouer le simple tour A7, un coup classique dans ce type de position, avec l'idée de venir plus tard, pourquoi pas en D7, et le pion central sera pris avec un énorme développement noir. C'est l'impression visuelle que ça peut donner. Exactement. Alors ici, Karpov aurait sans doute pu jouer le coup de développement un peu plus actif que ce qu'il a joué dans la partie, le coup dame F4, c'est pas ce qu'il a fait, qui a l'intérêt, finalement de dégager la colonne D, parce qu'on a envie d'y mettre une tour, mais c'est bien d'avoir un vis-à-vis tour dame, toujours, et deux, qui gagne un temps, puisqu'en même temps qu'on libère cette colonne D, on attaque le fou F5, donc on oblige les noirs à une réponse concrète. Ce qui est toujours bien, c'est toujours bien de forcer l'adversaire à faire une réponse concrète. Donc, mais il joue tour à D1, peut-être un peu moins précis, quoique pas mauvais bien sûr. Mais après le coup superbe ici de Kasparov, il y a problème, puisque cavalier D3. Le cavalier D3 protège F4. Alors, maintenant c'est trop tard pour venir avec la dame. Exactement, je ne peux plus faire dame F4. Si j'avais joué d'abord dame F4 après que le fou bouge, tour D1, s'il y a eu cavalier D3, j'aurais par exemple pu venir en H4 et j'aurais menacé de casser le roc blanc de ce côté-là. Donc ça aurait été sans doute un peu plus actif. Cavalier D3, les noirs disent aux blancs, mais écoute, tu n'as plus trop de cases. Hein. Tu es un peu embêté parce que, 1, je contrôle la case 1, donc tu ne peux pas mettre de tour en E1. 2, je bloque la défense des pièces lourdes sur D5, donc je peux maintenant menacer des coups comme H6, et si le fou bouge, G5 et puis D5 est pris, hein, ou quasiment pris, et puis surtout 3, enfin il faut chasser aussi le cavalier, mais 3 je menace aussi, surtout la fourchette ici, entre les deux cavaliers, donc il faut parer ça aussi.
Alors comment le parer? Parce que c'est pas si évident de savoir lequel des deux doit bouger. Et puis comment et où? Parce que je peux jouer après ça, et le pion D5 est en prise, comme on vient de dire, après donc H6, G5, et puis je prends au centre, et puis j'ai une position de rêve. Parce que ce cavalier en D3, c'est un monstre. Oui. C'est un monstre. Quand même, il tient en respect toute l'armada blanche. Il a trouvé une magnifique case. Et on coupe le lien entre les forces ennemies et leurs pions avancés. Ça, c'est très important aussi. Donc, que faire dans cette position? Pas clair. Eh bien, Karpov trouve un des rares coups possibles. Il joue cavalier A, B1. Il voit tous les problèmes qu'il y a. Pourquoi pas, il y avait aussi des possibilités d'envisager fou prend, aussi, avec une destruction de l'aile dame blanche, avec un cavalier du coup C3 qui était moins bien protégé. Donc cavalier B1, il a peur de tout ça, Karpov. Il fallait aussi parer le coup B4. Autre possibilité qu'il aurait pu tenter ici. Cavalier C2. Il aurait pu tenter, pourquoi pas, cavalier effectivement C2. Voilà, bien sûr, cavalier C2. Mais ça, il y a un problème, c'est qu'on laisse le pion B2. Voilà, le problème de cavalier C2, c'est que par contre, c'est que le pion B2 n'est plus protégé par la dame. Donc cavalier prend avec attaque de la tour. J'ai récupéré mon pion, j'attaque la tour, et après j'ai une nouvelle case en C4. Non seulement je peux revenir en D3, mais j'ai aussi une super case protégée par un pion. Donc ça serait un désastre. Positionnement, ça serait un désastre pour les blancs. Avec maintenant les noirs qui ont aussi un pion potentiellement passé à l'aile dame, avec 2 pions contre 1, ça devient extrêmement pénible. Donc en réalité, il n'y a pas beaucoup d'autres choix que cavalier A, B1. Il n'y a pas beaucoup d'autres choix. Une autre possibilité, c'est de tenter D6. Bon, avec une petite attaque du fou ici sur la tour. Et là, les noirs pourraient tenter ici, je ne sais pas, par exemple, tour A7, ça me paraît bien. Tour A7, et là, il y a des possibilités peut-être ici, après tour A7. Est-ce que B4 se tenterait pas directement avec une... Alors je peux aussi tenter B4 avec prise, simplement, voilà, B4. Fou prend. Tant pis, j'ai pas peur de fou prend A8. On prend le cavalier en C3 bien sûr pour attaquer la dame. J'attaque d'abord la dame, et après dame prend C3, dame prend A8, et ma foi, bah, j'ai gagné du matériel, quoi. Alors il y a encore des possibilités tactiques, parce qu'on peut faire tour prend, fou prend, et après j'ai encore la prise de la tour F1. Mais ça a l'air bon pour les noirs aussi. Donc cavalier D3, donc finalement c'est pas facile. Et puis encore une fois, en fait, à ce moment-là de la partie, Karpov a déjà dépensé aussi beaucoup de temps. Oui. Beaucoup de temps, donc il en reste peu pour calculer les meilleurs coups. Il joue cavalier à B1. Alors c'est un coup prudent à la Karpov, mais déjà on remet un cavalier finalement sur sa case, une case de départ ici. Et puis il va se passer du temps avant qu'il puisse ressortir quelque part, parce qu'il faudrait déjà que le cavalier C3 ait bougé ou la dame D2. Voilà, exactement. Et on a maintenant ce qu'on avait dit tout à l'heure. Si on arrive à chasser ce fou, eh bien après un coup comme B4, ce cavalier, s'il bouge, eh bien on risque de pouvoir prendre le pion D5 assez facilement, grâce au fait que ce cavalier ici est bloquant pour l'action défensive. Donc H6, c'est l'idée de Kasparov. Après fou à H4, regarde, il joue B4. Voilà, c'est l'heure. Et donc, où va ce cavalier? Où il va? Il ne peut pas aller... il va où? Il ne peut pas venir en B1 déjà, ça c'est sûr. Il ne peut pas venir en E4 puisqu'il y aurait simplement fou prend, avec perte. Il peut venir en E2, pourquoi pas, mais il n'est pas super actif, bien sûr, en E2. Même il gêne presque ses propres pièces. Donc que faire avec ce cavalier? Il reste la case A4 qui attaque le fou C5 qui paraît la case la plus naturelle, et c'est ce que joue Karpov. Voilà. Karpov joue A4 puisqu'on aime bien jouer des coups, quitte à être forcé à jouer un coup qui attaque un minimum les pièces adverses. Donc ici ça permet d'envisager d'éliminer le fou de case noire. Il est hors de question que Kasparov laisse ce cavalier à la bande ici prendre son magnifique fou de case noire, donc il joue simplement fou D6. Voilà, fou D6. Très bien. En D6 ici, on a un petit œil sur ici H2. On bloque le fameux pion passé. Il n'y a même plus d'idée de jouer plus tard D6. Et on peut penser fou F4 même. Exactement. On peut penser. Ça commence à être un petit peu gênant parce que. Ah mais oui, où va la dame? La dame va en C2 et elle peut se faire harceler ensuite par tour C8 par exemple. Ah mais oui, elle va se faire harceler avec des possibilités de perdre la dame. Donc ça demande des calculs parce que si la dame après vient même en B3. Il suffit que ce cavalier bouge pour que la menace aussi fou C2 arrive avec. Oui. Donc ça devient extrêmement compliqué à calculer pour Karpov. Il y a énormément d'idées dans cette position. Donc il joue solide, il voit bien qu'il est sous pression, Karpov, malgré son pion de plus. Donc il joue fou G3. Ce qui fait que le fou noir, le fou de blanc de case noire a été chassé
du clouage sans avoir à pousser G5 qui aurait affaibli le roc. On n'a même pas besoin d'affaiblir le roc, il est venu ici, il veut éliminer des pièces, notamment ce fou. À noter que du coup ça libère le cavalier, hein, ce cavalier qui était cloué maintenant se trouve libre. Simplement Kasparov maintenant continue son développement finalement. Hop, tour C8, il augmente la pression. Maintenant dès que ce cavalier bouge, regardez, la tour peut venir en C2, protégée par le fou F5 et venir titiller la deuxième rangée des blancs. Ça devient extrêmement tendu pour Karpov. Alors Karpov ici maintenant joue B3 pardon. Alors B3 c'est surtout pour consolider son cavalier A4 qui quand même, regardez, il n'a pas de case. Hein. Ça fait peur. Il avait peut-être une autre idée, c'est qu'il avait peut-être peur de B3 par Kasparov. Quelque chose à base de B3 et de fou B4. Il peut avoir peur aussi de, effectivement, pourquoi pas, le cavalier qui vient défendre, hein, mais... de B3, menace B2, pion prend B2 et puis de faire dame. Et oui, c'est possible aussi. Mais je crois qu'on a envie de le laisser là, ce pion quand même. Hein. Ce pion en B4 ici, qui contrôle la case C3, qui est importante. Ce cavalier est hors jeu. C'est-à-dire celui-là est hors jeu, celui-là aussi. Oui. Il n'a pas de case. Donc non, par contre, il peut y avoir des menaces. Simplement, je ne sais pas, on peut envisager quoi? On peut envisager des retours, peut-être, je ne sais pas, des coups comme cavalier E5 qui attaque le F3. Je ne sais pas, on a envie de le laisser là, ce cavalier quand même. Puis la nécessité de jouer B3, effectivement, c'est d'avoir une case pour le cavalier A4, hein, parce que là, sur fou prend G3. Fou prend G3. Dame A5. Pion prend G3, et puis dame A5, et on est obligé de jouer B3 de toute façon. Donc c'est un coup prophylactique. C'est un coup prophylactique, ça prévient ces menaces, comme ça c'est déjà paré, mais en faisant ça, on affaiblit cette case. Cette case est maintenant totalement aux mains des noirs. Donc regardez, mais il joue quand même G5, quand même. Alors G5, la menace est claire, hein, ici c'est simplement G4, où va le fou? Pas de case, on serait obligé de reculer aussi. Ou d'éventuellement jouer fou F4. Pour forcer l'échange des fous sur la case F4 et reprendre du cavalier. On peut aussi envisager fou F4, fou prend et cavalier prend. Et maintenant la case C2 et la case C2. Alors dans l'idée de la case C2, on peut aussi menacer cavalier F4. Ou cavalier F4. Cavalier F4 directement peut menacer aussi, attention, parce que le cavalier en F4, je menace tour C2 puisque je suis protégé par le fou, où va la dame, et après sur G4, le fou n'a plus de case, parce qu'en E2, il sera à la fois de la prise de la tour et du cavalier. Vous voyez comme les noirs ont une position extrêmement puissante, malgré leur pion de moins, finalement ce pion ne joue aucun rôle. Il est totalement isolé dans le camp noir, et les noirs, au contraire, ont activé leurs pièces au maximum de leurs possibilités. Donc Karpov essaie maintenant de soulager un peu sa pression, la pression qu'il a, il fait fou prend D6, dame prend D6. À noter que le cavalier 4 n'a toujours pas de case de sortie. Hein. Il aimerait bien jouer en B6 le cavalier pour revenir après en C4, hein, mais il peut pas, il n'a pas de case, hein, il est complètement coincé. G3. Alors G3 se fait avec l'idée d'empêcher... Oui, parce que la menace c'est cavalier E5. Cavalier E5 ou cavalier F4 aussi, cavalier F4, parce que cavalier F4, je prends la case E2 et je menace G4. Cavalier E5 est embêtant aussi parce qu'il faut protéger à la fois la case C2 et à la fois éviter de se faire cavalier le bouclier royal. Tout à fait. Cavalier F5, prise en F3, prise, et aussi la menace tour C2. Vous voyez comme les noirs ont énormément de possibilités. Donc G3, avec l'idée maintenant sur rien, parce que je peux jouer cavalier E5. Je peux quand même le jouer. Je peux jouer quand même cavalier E5 ici. Et l'idée de G3, c'est aussi de pouvoir jouer ici, parce qu'on n'a pas envie d'être en E2, puisqu'on serait en prise. Hein. Voilà, mais on n'empêche pas, tour C2, et déjà Kasparov peut récupérer au moins un pion. Donc ça veut dire que ça sent le roussi. Mais il ne se presse pas. Il joue encore mieux. Il joue le très joli cavalier D7. Alors cavalier D7, ça prend encore les cases du cavalier A4. Ça peut menacer aussi de venir en E5, rajouter un cavalier à l'attaque, et puis ça peut libérer maintenant la dame, hein, elle peut aussi bouger, par exemple, pourquoi pas venir en F6, puisque toutes les cases sont encore plus contrôlées par le cavalier D7. Alors, fou G2, donc, Karpov continue son idée après G3, c'était de jouer fou G2, et pourquoi pas d'essayer de profiter de cet petit affaiblissement pour jouer lui-même F4, hein, pourquoi pas. Alors, dame F6, voilà, c'est ce qu'on disait, là, ce que je disais, c'est que maintenant qu'on a joué cavalier D7, on a un bloqueur devant le pion, on a hyper contrôlé aussi ces cases-là, et puis on a donné une case sur la dame ici,
qui peut venir contrôler cette grande diagonale. Ce qui signifie que le cavalier blanc ne peut pas ressortir. Il ne peut pas ressortir. Il peut pas aller en B2 pour aller en C4, ce qui donnera un petit peu d'activité. Ouais, donc c'est un coup positionnel. Très très positionnel. Qui empêche toute velléité de déplacement, de bouger. Regardez, ces deux cavaliers sont totalement immobilisés. Donc A3 de Karpov. Bien sûr, Karpov a bien envie que les noirs prennent ici, de façon à sortir ses cavaliers. C'est pas tellement de reprendre le pion, il sait qu'il peut le reprendre autrement, mais à mon avis, il a plutôt envie d'activer ses cavaliers parce qu'il voit bien que ses cavaliers ne jouent pas. Donc Kasparov ne laisse pas faire. On remarque que pour que le cavalier B1 bouge, il faudrait que la dame bouge, mais la dame blanche n'a pas de case. Elle n'a pas de case. Elle n'a pas de case. Elle n'est pas de case. Regardez les tours, regardez que ces tours sont magnifiques. Et puis alors, on voit bien la puissance du cavalier D3 qui aide à la protection, puisqu'on ne peut rien mettre en face. Hein? On ne peut rien mettre en face, ce cavalier attaque les deux cases. Alors, A prend B4, voilà, on a remplacé finalement les pions, et ce pion est toujours énorme. Et on a créé une case, Karpov a quand même réussi à créer une case de dégagement pour sa dame. Ouais. Il va en profiter, mais c'est une manœuvre qui est un peu lente. Hein. Exactement. Ah oui, ça lui permet effectivement de trouver une case de dégagement. On disait qu'il n'avait pas de case, maintenant effectivement le coup A3 permet aussi, après échange finalement, de se mettre en A2, donc de libérer un peu les pièces, peut-être qu'il peut jouer tour D2 suivi de tour FD1. Sinon il est... Ou cavalier B1, alors, cavalier D2 suivi de... Alors voilà, oui, c'est lent, mais c'est effectivement, ça serait libérateur, ça serait de jouer cavalier D2, cavalier C4, et puis je peux même envisager maintenant, après, de jouer cavalier B2, et ça y est, je me libère. Et si je me libère, mon pion de plus peut commencer à jouer. Bon, on n'en est pas là, et Kasparov ne se presse pas, fou G6, tranquillement, peinard, fou G6, pas de problème. Il se dit, en fait, j'ai tout mon temps, je mets mon fou, il était en l'air ici, ce fou, il est protégé, comme ça, avec madame, je peux venir, pourquoi pas devenir en F5 si j'ai envie, mais je sais pas. Et je peux aussi, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Pourquoi venir en G6? Quoi d'autre? Bon, je peux simplement... Je peux aussi jouer un coup très sûr alors qu'on approche du contrôle de temps. Je peux simplement dire à toi et t'as pas de coup, parce que finalement, que font les noirs? Ah oui, j'augmente le contrôle aussi sur F4. En cas de G4, je prends tout simplement, je gagne une pièce par prise. Je pense qu'il n'y a pas de vrai danger. Je peux toujours... alors D6 maintenant pour les blancs. Alors D6 c'est un aveu de... Finalement c'est presque un aveu de fin de partie parce que D6 je rends le pion. Hein. Alors je veux activer mon fou. Hein. Je veux activer mon fou. Alors pourquoi jouer D6? C'est pas un coup comme fou H3 par exemple aurait été pas mal aussi. Hein. Avec ici un petit clouage, il aurait pu tenter ça. Mais il joue D6. Hein. Et là, Kasparov saute sur l'occasion pour jouer G4. Donc, comme il n'a pas joué fou H3, il joue G4. Il augmente sa pression ici sur l'aile roi, puisqu'il empêche toute velléité maintenant de se dégager. Hein. Oui, ça devient de plus en plus dur. Puis il menace d'éventuelle entrée d'un cavalier en F3 via E5. Alors il peut menacer maintenant effectivement des idées comme il laisse faire en fait ce coup. Alors il faut faire attention parce faire attention, peut-être l'autre cavalier. On peut mettre l'autre cavalier, mais oui à terme on peut envisager, on peut prendre D6 hein, tout simplement. Et on peut envisager cavalier D5 et après on peut plus jamais jouer F4 puisqu'il y aura pion prend avec un cavalier qui protège. Et on prendra le pion D6 plus tard. Donc ici dame D2, alors attention, hein, toute petite menace de Karpov qui n'a pas beaucoup de coups. J'attaque le pion H6, pas de problème. Ouais, roi H7. Regardez comme je garde le pion ici en H6 parce que je contrôle toutes les cases. Ce pion contrôle les cases blanches, ce pion contrôle la case G5, le roi maintenant est à la défense, tout est contrôlé. Il n'y a plus de cases pour les blancs, c'est extrêmement difficile. F3, donc ça paraît presque forcé maintenant, il faut trouver un moyen de se libérer. Quoi jouer d'autre? C'est ça le problème des blancs dans cette partie. Hein. C'est qu'ils sont vissés, hein. Il n'y a pas beaucoup de coups. Donc là, le coup F3 a pour but d'essayer d'ouvrir le jeu pour la tour, hein, et puis d'essayer de jouer un peu, de trouver un peu de contre-jeu pour rentrer. Donc F3 de la part de Karpov, mais ça affaiblit le roc, bien sûr. Le roc est affaibli, et notamment les cases noires, hein, notamment cette diagonale, hein, qui est une diagonale quand même importante. Puisqu'on peut envisager à terme plus tard des coups comme aussi dame échec et puis des éventuels cavaliers échec avec fourchette. Hein. Même si pour l'instant c'est protégé, on voit vite que les possibilités d'entrée sont là aussi. Donc attention. Dame prend D6, c'est l'heure pour Kasparov 1 d'éviter
le vis-à-vis toujours désagréable, tour dame, et de prendre ce fameux pion, finalement, qui vient d'être rendu, aimablement rendu. Alors à noter hein, que de toute façon, même sans le coup D6, le coup F3 aurait permis dame échec et dame prend. Oui. Hein, donc on aurait quand même pu prendre le pion. F prend G4, dame D4 échec. On ne peut pas empêcher cet échec, on ne peut pas mettre la tour, on ne peut pas mettre la dame à cause du cavalier D3. Donc il faut jouer le coup roi H1. Et ça c'est embêtant parce que maintenant on a une distance d'échec du cavalier D3. On pourrait imaginer des découvertes éventuelles ou très clairement. Fourchettes. Très clairement la menace maintenant, bien sûr, c'est de faire des découvertes, ça va être toujours dans l'air, et notamment le coup de cavalier F6 montre bien ça, puisque cavalier F6, maintenant que ce cavalier a fini son travail et que la dame a fait son petit tour, ce cavalier va simplement prendre en G4 et menacer simplement. Cavalier F2 échec et gain de la qualité. Et gagne la partie, hein, parce qu'on a récupéré les pions, on a une qualité nette de plus avec une position écrasante. Tour F4 de Karpov maintenant, tour F4. Alors, double intérêt de tour F4. 1, j'attaque la dame, bien sûr, et 2, je défends G4, donc j'empêche cavalier prend. À noter que le cavalier, bien sûr, pourrait prendre la tour, mais pouf, la dame serait perdue. Alors là. Donc, alors Kasparov joue actif. Oui, on pense que tout est défendu. Et pas du tout. Et alors là. Cavalier E4, bien sûr, puisque la case E4 est défendue par la tour et par le fou. Donc cavalier E4 est très fort. La menace, elle est simple, c'est de jouer par exemple cavalier D3 en F2 échec. Ici au roi G1, on pourrait échanger les dames, par exemple, et attention, la tour ici pourrait pénétrer sur la première rangée, ce qui crée un vrai souci. Alors là, il y a un souci a priori pour les noirs, c'est que le cavalier D3, il est en prise maintenant. Il est plus protégé par le fou G6. Oui, alors bien sûr. Maintenant, ce cavalier, mais d'ailleurs, il n'y a pas le choix. Là, que font les blancs? Alors, il faut essayer de trouver un coup. Imaginons que les blancs jouent par exemple le coup H4 pour se donner un peu d'air avec le roi, puisqu'on voit sinon qu'il est toujours embêté. Eh bien, on jouerait ici simplement cavalier prend G3. Et la tour est perdue, déjà. Donc ça, c'est mort. Ensuite, quoi faire d'autre? Il faut trouver des coups, c'est ça le problème. Hein. Sans compter que la dame est attaquée. Oui. Alors, si on joue... bon, il y a la tour ici, ceci dit. Hein. Mais s'il est blanc, mais il n'y a pas de coup, c'est ça le problème. Il faudrait trouver un coup, mais il n'y en a pas. Alors, imaginons, je ne sais pas, fou F3, tiens. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on peut quand même prendre la dame, puisqu'après tour, prendre D3, simplement. Là, maintenant, c'est le fou qui est perdu. Et ce cavalier est défendu par le fou, donc il faudrait donner la qualité. Et à la fin, il y a toujours en plus un échec avec le cavalier B1 qui est en l'air. Avec un cavalier qui est en l'air. Donc ça craint. C'est facile de voir que tout craint, en fait. Donc, on peut essayer de bouger la dame. Essayons de la remettre sur la case A2. Et là, on se heurte. Encore. Échec. Et maintenant, regardez, pouf, c'est la tour qui sera perdue. Il faut parer l'échec du cavalier. Et on peut faire tour prend, par exemple, pourquoi pas, mais simplement, on pourrait reprendre du cavalier d'abord dans un premier temps avec échec, et sur roi bouge, dame prend tour, et il y a un mat rapide, puisque derrière, on aura vite tour C2 échec qui gagne la dame, et c'est facile de mater très très vite après. Donc cavalier E4, eh bien, il n'y a pas le choix pour les blancs, il faut prendre le cavalier D3. Et quand on n'a pas le choix, c'est rarement bon signe. Voilà. Donc c'est là qu'on voit que Karpov était déjà en zugzwang en fait depuis un bon moment, c'est-à-dire qu'il n'avait plus de coups pour améliorer sa position, tous les coups perdaient. Et le coup suivant de Kasparov est extrêmement puissant et fort, ça va être presque la fin de la partie. Cavalier F2 échec quand même, puisqu'après tour prend F2, regardez, c'est le fou qui vient prendre la dame et on vient de gagner la dame. Voilà, ça y est. Alors on a la dame contre 2 pièces. Et après tour FD2, Karpov joue quand même un peu parce qu'il se dit ben, je peux peut-être encore récupérer une pièce. Si j'ai 3 pièces pour la dame, je peux espérer m'en sortir. Hein, c'est possible. Hein. Oui, on aurait 3 pièces mineures face aux 2 tours, mais la position est encore très fortement à l'avantage des noirs. Et regardez simplement le coup dame 3 empêche tour prend D3, mais Karpov va quand même le jouer, mais après tour prend D3, on joue simple. Alors, en fait, tout gagne. Hein. Oui, tout gagne, mais alors là, il cherche des finesses. Hein. Tour prend D3, ben, vous allez voir que Kasparov n'a pas vraiment perdu le fou, parce que la manœuvre qui suit est gagnante, c'est simplement tour C1. Voilà, tour C1. La dame n'est pas attaquable, puisque sur tour prend dame, il y aurait tour prend échec, suivi de tout simplement tour prend tour. Et avec, en plus, pour parer l'échec de la tour qui prend D1, il faut jouer fou F1. On peut jouer la variante. Hein. On va la jouer quand même tout simplement pour montrer. Tour échec, roi F1,
tour prend E3 et les blancs ont encore 2 pièces en prise. Et de toute façon, le cavalier B1 n'a pas de case. Il n'y a pas de case en plus. Là, on peut encore jouer roi G2, mais on va perdre de toute façon le cavalier B1. Donc on a 2 tours face à 2 pièces mineures. Là c'est pas la peine. Hein. Ça fait 2 cavaliers, c'est quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc ici sur tour C1, quoi faire d'autre? On peut imaginer d'essayer de... Fou F1. Voilà, fou F1, qui bouche ici par exemple les échecs possibles. Est-ce que les noirs gagnent du matériel? La réponse est oui. Tour prend quand même. Hein, simplement, et sur tour prend dame, simplement on fait tour prend tour et tic tic. On retrouve la même position que dans l'autre variante. Autre possibilité, c'est de reprendre la tour en D1, mais simplement là on se heurte au simple dame F3, échec, et on récupère tout le matériel. Donc tout tombe en fait, tout tombe. Alors Karpov joue quand même encore quelques coups. Il joue cavalier B2. Qui essaie de... qui enfin remet en jeu ce cavalier dont on avait dit, hein, ces 2 pièces qui ne jouaient pas, hein, on voit bien qu'elles ont manqué hein, dans le combat. Hein. Les blancs étaient extrêmement vissés, quoi. Il n'y avait vraiment pas de coup. Donc cavalier B2 protège les 2 tours, hein, très bien, mais simplement, regardez, dame F2, on laisse la tour en prise, puisque la menace, c'est de venir en E1, et c'est mat là, parce que sur fou F1, il y aura dame prend mat. La dame fait mat contre le roi dans le coin, comme ça, la dame suffit. Donc la menace de faire mat est imparable. Et après, cavalier D2 de Karpov, simplement, tour prend D1, cavalier prend D1, et après tour E1, Karpov abandonne. Les blancs sont obligés de jouer ici cavalier F1, et c'est simplement mat. Après, tour prend, fou prend, et dame prend, échec et mat. Donc après le coup tour 1 échec, ici Karpov ne joue pas les 2 derniers coups qui mènent au mat, il abandonne la partie. Un magnifique écrasement finalement tactico-positionnel, j'ai envie de dire, hein, parce que c'est quand même le coup D5 est un vrai gambit, et on voit bien que Kasparov a toujours préféré jouer avec un petit pion de moins, mais l'initiative, que de jouer à la Karpov tranquillement en attendant la fin de partie pour faire bénéficier un petit avantage. C'était moins dans le style de Kasparov. Oui, la façon dont il a restreint les cavaliers adverses justifie pleinement l'abandon d'un pion, hein, puisque les cavaliers n'ont rien fait à l'aile dame, tandis que le cavalier D3 de Kasparov était absolument énorme. Il a empêché tout coup de libération, et notamment les tours C1, tour E1, qui étaient pareils. Karpov n'a même pas eu la possibilité de rendre la qualité en prenant le cavalier avec une tour, en le sacrifiant. En sacrifiant une tour, il a été saucissonné. Saucissonné et complètement. Quand le saucisson était bien saucissonné, à la fin, tout a craqué. Ouais. Alors à noter, petite histoire sur cette partie, on a pensé à un moment donné que c'était la réfutation quasiment de cette ouverture blanche, parce que, alors à l'époque, encore une fois, on n'avait pas d'ordinateur, donc il fallait faire des longues analyses pour vérifier sur l'échiquier. Alors les grands maîtres se sont penchés là-dessus. C'était une partie extraordinaire parce que si ce coup marche, ce coup de libération, on peut revenir à ce coup d'ailleurs. On va revenir quand même pour montrer à quel moment ça se passe. C'est très tôt dans la partie. Si ce coup D5, après ici, ce coup D5 marche, c'est quand même la réfutation de la structure blanche. Oui. Peu de grands maîtres pouvaient penser que ça pouvait marcher aussi bien. C'est quand même pas possible. Donc les grands maîtres se sont penchés à fond sur cette partie lors de ce championnat du monde, mais Karpov n'avait pas le temps, lui, de voir des solutions. Les ordinateurs ne marchaient pas à cette époque-là. Il fallait que ces secondes trouvent quelque chose. Et ça n'a été que plus tard dans le match que Karpov est revenu finalement dans cette ouverture. Mais Kasparov a quand même rejoué ça et il a réussi à tirer une nulle. Oui. Mais il n'a pas insisté après par la suite. C'est-à-dire après ce championnat du monde, ce gambit n'a jamais été rejoué parce qu'on a trouvé la meilleure façon de jouer pour les blancs. Mais c'est la preuve que les préparations, même si elles ne sont pas tout à fait correctes d'un point de vue scientifique du terme, c'est pas facile de trouver la réfutation, non seulement pendant la partie, mais même pendant le match. Même pendant le match. Puisque même pendant le match, Karpov n'a pas trouvé. Et un effet de surprise qui forcément a bousculé Karpov. Il ne s'attendait pas à ça, c'est quelque chose qu'on ne jouait pas. Ouais, exactement. Donc c'est le gambit Kasparov qui, entre guillemets, ne marche pas. Sur le meilleur jeu des blancs, les blancs sortent avec un avantage, mais pour trouver le meilleur jeu, il faut se lever tôt. Et c'est pas clair du tout. Et on voit comment... D'ailleurs, c'est typique des parties qu'après les amateurs reprennent. Voilà. Et moi, j'ai joué ça, par exemple. J'ai joué après un peu ce gambit et j'ai gagné quelques parties avec, parce que
on arrive effectivement à créer une grosse pression dans le camp blanc et à repousser les pièces blanches comme ça. Voilà, c'est sur cette magnifique partie qui a contribué à la victoire de Kasparov et à son titre de champion du monde face à Karpov qu'on va se quitter sur la carrière de ce magnifique champion et légende du jeu d'échecs. Vraiment, Kasparov aura marqué le jeu d'échecs et toute l'histoire du jeu d'échecs. C'est sans doute avec Fischer et sans doute la deuxième plus grande étoile du jeu d'échecs dans toute l'histoire du jeu, pour la longueur de son règne et pour tout ce qu'il a apporté aux échecs, tant par son style éclatant que par tout ce qu'il a fait autour du jeu, pour faire parler du jeu d'échecs autour de lui dans les médias et en faisant des exhibitions tout à fait remarquables. Merci Jérôme de nous avoir accompagnés pour cette émission. Un plaisir. Et moi je vous donne rendez-vous pour une autre émission Diagonale TV sur l'histoire des grands champions d'échecs une prochaine fois. Au revoir, à bientôt. Au revoir.